Bonjour, je suis Sam Lawson, professeur d'anglais au Collège François de Belforest à Saint-Martin dans le Gers. Aujourd'hui, je vous présente la troisième vidéo de la série On the Same Page, dans laquelle je propose une démarche pour aborder la compréhension écrite avec vos élèves, qui leur permettra d'acquérir des outils et des méthodes transférables et gagner ainsi en autonomie. J'ai choisi cette fois-ci de travailler sur un poème dont l'étude convient à une classe de lycée. Il s'agit de To His Love d'Ivor Gurney. Vous trouverez en description de la vidéo un lien vers le document PDF qui reprend le détail de toutes les étapes de l'étude du document, à savoir les repérages et les hypothèses émises par les élèves, leurs possibles productions orales, les traces écrites, les PRL et les phases de travail sur le lexique. J'ai voulu cette fois-ci proposer l'étude d'un poème suite à la demande d'une collègue. Le poème est l'œuvre d'un poète anglais de la Grande Guerre, Ivor Gurney, et fait partie du recueil War's Embers, publié en 1919. Je vous invite à prendre connaissance du document en scannant le QR code qui apparaît à l'écran pour y accéder, ou encore à cliquer sur le lien menant au fichier PDF que vous trouverez sous la vidéo. Le poème semble au premier abord assez simple, avec son organisation strophique classique, une disposition des rimes régulières et un lexique peu difficile. Cette simplicité apparente cache une richesse cependant que les élèves de terminale LLCER, niveau de langue B2 ou C1, auront plaisir à découvrir, à analyser et à décrire. Les objectifs grammaticaux, lexicaux, ainsi que les procédés littéraires abordés apparaissent à l'écran. La démarche est la même que pour tout document écrit, basée sur des repérages simples que suivent des phases d'émission d'hypothèses. Elle n'en oublie pas moins l'apprentissage et l'exploitation des constantes stylistiques et sémantiques et implique une réelle ambition langagière. En apprenant aux élèves les outils de décryptage et des méthodes de travail adaptables à tout document, ainsi que bien sûr les particularités de chaque genre, nous les rendons de plus en plus autonomes. Il sera aisé pour les élèves d'identifier le type de document grâce à l'observation de la mise en page et le repérage du titre To His Love. Si c'est la première fois que les élèves étudient un poème en anglais, vous aurez évidemment besoin d'apporter le vocabulaire nécessaire pour parler des vers, lines, et des strophes, verses ou stanzas. Il conviendra ensuite de leur faire observer le paratexte en bas de la page et faire opérer les majuscules, italiques et chiffres dans ce paratexte pour trouver le nom de l'auteur, un deuxième titre, ce qui montre qu'il s'agit d'un recueil, et enfin les dates. Le mot « war » dans les titres du recueil et les dates feront que les élèves déduiront que Gurney était poète de la Grande Guerre. Vous apporterez ensuite des éléments biographiques sur Gurney, soldat de deuxième classe, compositeur et poète reconnu de santé mentale très fragile. Il conviendra ensuite d'aider les élèves à comprendre qui sont les personnages évoqués dans le poème grâce au repérage des pronoms personnels et des adjectifs possessifs dans le titre et les 4 strophes. Ils dégageront les références aux 3 personnages, celui du narrateur poète, I, appelé the persona en anglais, d'un homme, he et his, de la personne adressée à la deuxième personne, you, et enfin le pronom we et le possessif our qui regroupe ces 3 personnages. Ils pourront ensuite émettre des hypothèses quant à la relation liant les personnages identifiés. Le repérage et l'analyse de la préposition dans le titre et du mot love mèneront les élèves à vérifier leurs hypothèses et en émettre d'autres quant à la situation d'énonciation. Ils déduiront que le narrateur poète s'adresse à l'amoureuse de l'homme évoqué. L'apport du professeur confirmera cette hypothèse. Gurney a effectivement écrit le poème pour la fiancée d'un de ses meilleurs amis. Il conviendra ensuite de faire comprendre aux élèves ce qui s'est passé pour cet homme grâce au repérage du contexte droit des pronoms et possessifs he et his mis en exergue en début de strophe. L'adjectif gone, première strophe, et le nom body, deuxième strophe, mettent les élèves sur la piste de la disparition de l'homme. L'explication par le professeur du double sens de l'adjectif quick qui apparaît dans le même vers que his body s'avérera nécessaire, mais les élèves trouveront aisément tout seuls la confirmation quant au sort du personnage en repérant l'emploi du prétérit he was juste avant l'adjectif explicité et dans la troisième strophe, vers 12, he died.
La mise en relation avec le titre du recueil leur permettra d'affirmer que le poème traite d'un soldat tué pendant la Grande Guerre. Pour faire comprendre aux élèves la correspondance entre fond et forme, on travaillera ensuite sur les rimes utilisées dans le poème. Les élèves repéreront facilement la disposition des rimes dans les 2e, 4e et 5e vers de chaque strophe. C'est le moment d'apporter le terme en anglais. The rhyme scheme is A, B, C, D, B. Demandez-leur de relever les sons qui forment les rimes dans les 2 premières strophes pour qu'ils trouvent l'assonance en I et E, puis les rimes dans les 2 dernières strophes I et et. Faites remarquer le rapprochement avec les sons dans les pronoms personnels déjà évoqués. Le son I de la première strophe, reprenons les pronoms he et we. Le son U de la 2e strophe, reprenons you. Et celui I de la 3e, le pronom I. Faites comparer ces longs sons voyelles des 3 premières strophes au son abrupt des monosyllabes en et à la 4e. Les élèves remarqueront que la 4e strophe ne contient pas non plus l'écho des sons liés aux pronoms personnels qui désignaient les 3 protagonistes. Il est important de faire remarquer la nature exceptionnelle de la 4e strophe, the odd verse or the odd stanza out, qui sera explorée plus en détail plus tard. Cette phase de travail fera comprendre aux élèves que les effets stylistiques et poétiques viennent toujours renforcer le sens du poème. La forme soutient et souligne le fond. Ayant identifié les personnages, les élèves doivent maintenant être amenés à identifier le cadre spatio-temporel évoqué, qui dans cette œuvre concerne les souvenirs partagés d'avant-guerre et les cadres idylliques du passé. Partons du pronom et du possessif de la première personne du pluriel déjà repéré, qui n'apparaissent que dans les 2 premières strophes. L'étude du contexte droit de ces repères va permettre aux élèves non seulement de confirmer l'hypothèse de l'amitié qui liait les 3 personnages, mais aussi de déduire les traits de personnalité du soldat mort. Les projets évoqués, plans, vers 1, emploi du mode will dans le vers 3, et les activités physiques, marche et bateau, révèlent l'énergie et la vitalité du jeune homme auquel la guerre a mis fin. Idée confirmée par No More qui vient couper court à la projection vers l'avenir suggérée par Will Walk dans le 3e vers. Le repérage d'un mot répété commençant par une majuscule, ainsi que des cotextes gauche et droit, prépositions et mots qui suivent, donne une première indication du cadre spatial de l'œuvre. Un travail similaire sur un autre nom propre, toujours repérable à sa majuscule initiale, va ensuite permettre aux élèves de préciser ce cadre et d'appréhender la nature rurale, paisible et idyllique de l'endroit où évoluaient les 3 personnages. Ayant compris le décès du soldat et l'évocation du bonheur passé des 3 protagonistes, les élèves comprendront aisément le ton nostalgique et élégiaque du poème. Une première trace écrite récapitulera les déductions effectuées par les élèves et les apports du professeur pour fixer le lexique de l'analyse littéraire, rendre compte de la correspondance entre la forme et le fond et préciser le cadre spatio-temporel de l'œuvre. Les structures comparatives en ASE, phase plus le prétérite modal faciliteront le compte-rendu de l'effet sur le lecteur des procédés stylistiques. Il conviendra ensuite d'amener les élèves à cerner la nature de la 3e strophe. Il s'agit d'un hommage au défunt, élément fondamental de l'élégie. Commencez par le repérage de l'adverbe now, vers 11, qui marque le décrochage temporel avec ce qui précède. Rappelez aux élèves l'importance des éléments qui apparaissent en tête et en fin de phrase dans tout texte, et donc en début et fin de vers dans la poésie. Cet adverbe à la fin du vers 11 indique que la persona revient au présent. Les élèves trouveront la confirmation de cette rupture temporelle à la fin du vers 12 avec le verbe died qui tranche avec l'évocation du soldat énergique des 2 premières strophes. Encouragez ensuite les élèves à examiner le contexte de ce verbe porteur de sens pour les encourager à émettre des hypothèses concernant la nature de la mort du soldat. Ils trouveront en tête de vers l'adverbe nobly et déduiront que le poète souligne l'héroïsme et la grandeur du soldat. Il conviendra ensuite de se pencher sur l'effet de l'enjambement des vers 12 et 13. Après avoir effectué l'apport lexical nécessaire, encouragez les élèves à analyser les rôles de continuité et de rupture que jouent simultanément l'enjambement. Il met doublement en valeur, pour ainsi dire, les mots situés en fin et en début de vers. Encore une fois, l'analyse des éléments stylistiques, ici l'effet de l'enjambement, a pour but de faire comprendre aux élèves la nécessaire correspondance forme-fond que nous ne cessons d'évoquer.
Enfin, pour clore l'étude de l'hommage rendu, demandez aux élèves de repérer un autre mot en fin de vers qui confirme l'idée de l'admiration des survivants pour les défunts. Le mot pride dans le vers 14 et le texte qui le précède immédiatement, violets of, une fois repérés, feront l'objet d'une émission d'hypothèses quant à l'association des deux. Les élèves déduiront que les violettes doivent être utilisées dans une gerbe ou couronne pour rendre hommage aux soldats. Demandez ensuite aux élèves de repérer le texte qui suit immédiatement Pride pour qu'ils trouvent la référence au fleuve déjà explicité et comprennent que les violettes ont été choisies pour leur évocation de la région natale des protagonistes. Enfin, l'apport du professeur concernera une explication du symbolisme de la couleur violette, de son association avec la royauté et donc la confirmation qu'elle apporte quant à la noblesse du personnage. La trace écrite proposée reprend tout ce qui aura transpiré de l'analyse de la troisième strophe, à savoir l'admiration du poète-narrateur pour le défunt et l'hommage qui doit lui être rendu. Encore une fois, le lien entre les procédés stylistiques, ici l'enjambement, leur effet sur le lecteur et le sens du texte est explicité. La PRL portera sur les verbes et l'expression permettant de rendre compte des techniques et du but du poète. Pour aborder la quatrième strophe et la chute du poème, nous commençons encore une fois par une série de repérages faciles à effectuer, cette fois-ci des marques de ponctuation. Rappelez aux élèves que vous avez déjà constaté la nature remarquable de cette strophe avec ses sons voyelles abrupts et l'absence d'écho des pronoms personnels. Demandez donc aux élèves de repérer la ponctuation remarquable dans cette strophe. Ils trouveront le point d'exclamation à la fin du vers 16 et le tiret à la fin du vers 18. Encouragez les élèves à expliquer l'effet de cette ponctuation. Ils trouveront sans problème l'effet de l'exclamation, signe d'urgence ou de vive émotion. Ils devront ensuite repérer des mots en fin de vers et des mots répétés qui confirment cette urgence et cette émotion. Ils trouveront l'adverbe soon à la fin du vers 16 et le verbe répété à l'impératif cover. Si les élèves ne réussissent pas à expliquer l'effet du tiret qui signale une interruption soudaine du fil de la pensée, c'est au professeur d'apporter l'information. Demandez ensuite aux élèves de relever les côtés gauche du tiret pour cerner la réflexion qui est interrompue. Ils trouveront dans le vers 18 « Masses of Memoried Flowers » avec son allitération en « M » qui renforce l'idée d'une grande quantité de fleurs. Vous pouvez profiter de l'étude de ces quelques vers et la présence de l'adjectif composé « set » pour effectuer un travail lexical sur la composition d'adjectifs. Poursuivons le travail sur le repérage du cotexte droit pour expliciter la nature de l'interruption. Demandez aux élèves d'identifier le verbe hide, vers 19, également à l'impératif, et d'émettre des hypothèses quant à la pensée du narrateur-poète qui vient interrompre l'hommage au défunt. Ils pourront aussi déduire l'identité de l'objet qui doit être caché. Grâce au cotexte droit, les élèves comprendront que ce qui a été caché jusque-là dans le poème et ce que le poète-narrateur veut absolument cacher en l'effaçant de sa mémoire est le corps mutilé de son ami mort. That red, wet thing, vers 19 à 20. Un repérage supplémentaire de la ponctuation remarquable dans les strophes précédentes peut être effectué par les élèves pour trouver la confirmation de l'hypothèse, point de suspension dans la deuxième strophe qui confirme que le soldat est méconnaissable. Le repérage final concerne le tout dernier mot du poème, forget, qui s'avère être le but du poète-narrateur, traumatisé par l'apparence du cadavre de son ami. Rappelez aux élèves les rimes repérées dans cette strophe et l'assonance sur « est » qui lie le verbe « forget » et la description du cadavre « forget, red, wet ». Vous pouvez profiter de la présence de l'adverbe « somehow » pour effectuer un travail lexical sur le sens de base de « some » dans les mots composés. C'est un travail particulièrement pertinent puisque le somehow de Gurney ici illustre parfaitement l'hésitation entre la non-spécification et l'actualisation que représente some. La trace écrite sera consacrée à l'explication de la chute du poème et reprendra le travail sur la ponctuation, les impératifs répétés et l'expression d'impuissance du poète-narrateur. Le travail lexical portera encore une fois sur le vocabulaire de l'analyse littéraire, tandis que la PRL traitera de la préposition plus les gérondifs et pourrait inclure également un début d'exploitation de la voix passive et de l'expression de la concession, ces dernières étant reprises dans la trace écrite finale.
L'étape finale de l'étude de ce poème consiste en une réflexion sur son cheminement et son inscription dans le genre de la poésie de la Grande Guerre. Vous pourriez en profiter pour faire le parallèle entre le poème lui-même et son genre, tous les deux passant d'une vision plus lyrique à la description de la réalité épouvantable des tranchées. La trace écrite finale rendre compte du cheminement du poème et de ce qu'il révèle de l'état émotionnel post-traumatique du poète-narrateur. Elle reprendra l'idée que, de par son cheminement, ce poème reflète en miniature l'évolution de la poésie britannique de la Grande Guerre. La PRL portera sur l'expression de la concession, la mise en exergue et les structures à la voix passive qui seront mises à contribution pour rendre compte de la dichotomie qui gît au cœur même du poème. Le devoir de mémoire et d'hommage à l'ami défunt sont liés inextricablement aux souvenirs traumatisants que le poète cherche à esquiver ou l'oublier. La démarche expliquée dans cette vidéo s'articule donc autour d'une série de repérages simples, de la mise en page, des polices des caractères, des majuscules, des répétitions, de la ponctuation et de la localisation d'informations importantes en amont ou en aval de ces repérages qui permettent une compréhension solide de la situation d'énonciation, de l'organisation et de la motivation du récit. Elle permet aux élèves d'acquérir des compétences transférables en compréhension écrite et donc de gagner en autonomie face à des documents écrits inconnus de tout genre. Je vous donne rendez-vous au mois de mai quand j'aurai plaisir à vous présenter un travail de compréhension écrite sur un extrait d'une pièce de théâtre. Until then, goodbye.